Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 111, le tout premier débrief de la saison 2022, et on va vous parler du Grand Prix du Qatar qui a eu lieu sur le circuit de Losail. Et pour m'accompagner cette semaine, Stéphane pour commencer. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Bah super, on est très heureux de te retrouver, et puis on a Paul aussi aujourd'hui avec nous. Salut Paul. Salut tout le monde va bien ? Bah ouais. Salut Paul. On est, je pense, tous contents que les Grands Prix reprennent. Ah, il était temps. Et comme d'habitude, on commence avec le gagnant de notre petit jeu de C'est qui en pôle. C'est le jeu Devine la pôle. Maintenant, je pense que vous êtes habitués. Et c'est Pépé qui va recevoir les goodies de la maison cette semaine. N'oubliez pas de participer à notre concours à chaque week-end de course. Ça se passe sur Twitter. On passe aux news, si vous le voulez bien, avec pas grand-chose à signaler cette semaine. On a juste en moto-i appris que Michelin restait le fournisseur unique de pneus pour la catégorie jusqu'en 2024, au moins. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette news ? On verra ce que donnera Ducati surtout. J'attends surtout de voir la première course en fait. Mais après, c'est bien, au moins ça fera une donnée stable sur le championnat. Oui, c'est vrai. Absolument. Et puis dans les divers, c'est Ophélie qui nous a soufflé ça. C'est la naissance de Giulietta Rossi. Voilà, la petite. Déjà. Ouais, déjà, la fille de Valentino. Voilà, ça nous rajeunit pas évidemment. Ah, ça le rajeunit pas non plus lui parce que. Il a pris 9 mois d'un coup là. Bah ouais, c'est clair. Bah tout ça étant dit, on va direct passer à la catégorie Moto 3 et c'est moi qui m'y colle. Alors, allez, en même temps, oui. Juste pour dire quand même, pour la naissance de Rossi, il y a eu des beaux cadeaux. Ah ouais. J'y raconte parce que moi j'ai pas du tout suivi. Je suis pas abonné à Paris Match. Alors. Il y a eu quand même 2 podiums de la VR46 ce week-end. Ah oui, absolument. Bah passons à la Moto 3 du coup. Avec en qualif, surtout après la qualif, une pluie de pénalités qui est tombée sur les pilotes pendant le warm-up. C'était le dimanche matin. Guevara avait signé le meilleur temps, mais ne pourra pas profiter de la première pole de sa carrière. Il est replacé au fond de grille, tout comme Foggia et Suzuki qui s'étaient qualifiés 5e et 9e. Alors la direction de course a mis un peu de temps à regarder les ralentis de la Q2 pour constater que ces 3 pilotes étaient au ralenti, en plein dans la trash pendant la qualif, ce qui a gêné naturellement plusieurs pilotes lancés sur un tour. Au-delà de la simple gêne, la direction de course considère même que ça relève du pilotage dangereux. Et en plus de partir du fond de la grille, Guevara et Suzuki écopent d'un long lap en course. Foggia, lui, en prend même 2 pour des mouvements dangereux dans la ligne droite. Et c'est donc Sasaki qui récupère le bénéfice de la pole, suivi par Mazia et Mignot. Alors une course assez fidèle à ce qui se passe en Moto 3, beaucoup d'actions, en tout cas sur la fin. Mais au début, c'est le hot shot de Sasaki qui prend tout de suite un petit peu d'avance. Félon, malheureusement, est accroché par Suzuki dans les premiers tours. On y reviendra, je pense, un petit peu tout à l'heure. Un groupe de 9 pilotes part à la poursuite de Sasaki. Et comme à chaque fois en Moto 3, ça se bagarre sévère. Hein. Surtout vu les pilotes en jeu, Mignot, Mazia, Honju, Toba et compagnie. Mais bon, finalement, là, pour le coup, il se passera pas grand chose jusqu'au deuxième tour où Sasaki manque de faire un high side malgré une belle avance, il avait plus de 2 secondes d'avance et puis il semble embêté par un problème technique. Il dégringole au classement en quelques virages. Mignot en profite, il prend la tête poursuivi par Honju, Garcia, Toba et McPhee et Sasaki rentre au stand assez dépité, le pauvre, et c'est Mignot qui va superbement gérer la fin de course. À 3 tours de l'arrivée, Garcia et Honju sont virtuellement sur le podium jusqu'au début du dernier tour où Toba profite de la speed dans la ligne droite et chip la 3e place à Honju. S'en suivra quelques passes d'armes avec Garcia, mais c'est lui qui parviendra à filer pour la 2e place et à seulement 37 millième de Mignot. Classement final, Mignot gagne la course, suivi de près donc par Garcia. Toba complète le podium, suivi par Honju et McPhee. Foggia est 7e. Et j'ai signalé Foggia parce que
pour s'en rappeler, il était parti avant-dernier, 28e. Au championnat, c'est pas très compliqué, hein, vu que c'est la première course. Premier, c'est Mignot sur Honda, deuxième Garcia et troisième Toba sur KTM. Alors, est-ce que alors j'ai fait assez vite, hein, sur le compte rendu de la course parce qu'il s'est pas passé grand chose. Pour une fois, Moto 3, il s'est pas passé grand chose. Ouais. Qui veut commencer? Non, mais alors, comme Paul vous, va commencer. Exceptionnellement, j'ai trouvé que le Moto 3 était pas ultra passionnant. C'est assez rare pour être souligné. Moi, il y a le premier point que je voulais aborder, je viens de le rajouter, c'est déjà pour ce qui est des pénalités. Alors, à ma décharge, je n'ai pas vu les essais, mais j'imagine bien ce qu'a dû se passer, à savoir les pilotes qui s'attendent pour essayer de faire un tour, etc. Si tel est le cas, très honnêtement, je trouve que ça marque bien dès le début de saison. Moi personnellement, c'est ce que j'attendais, à savoir, d'entrée, on leur dit ok, vous avez voulu jouer, et ben là cette fois-ci c'est départ en fond de grille, et pour être sûr de bien vous miner la course, on va vous rajouter 1 ou 2 longues laps. Ça tape fort d'entrée, et je pense que ça peut permettre de changer les comportements. Donc moi ça c'est quelque chose qui me parle. Je trouve que c'est une bonne chose, même si ça fausse un peu les débats forcément. Ouais, à croire qu'ils ont entendu le CQ en pôle d'avant-saison. Mais de toute façon, on va avoir une audience mondiale maintenant. On en avait rajouté, comme très souvent, on l'avait fait, même ces dernières années, sur le règlement. Là, comme tu dis, ils tapent fort. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais oui, ils tapent fort, mais ils ont raison. Mais finalement, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que dans 2-3 courses, on reverra pas des comportements un peu de entre parenthèses, gamin de 16 ans, quoi. Ouais. Parce que l'année dernière, on s'était plein de problèmes en course, ils avaient mis des pénalités. Finalement, tu vois que les gens qui étaient là l'année dernière, c'est quand même les mêmes pilotes cette année, et ils reçoivent quand même encore des. Enfin, c'est pas forcément les mêmes, mais bon, ils étaient là l'année dernière, en tout cas, courir en Moto 3, et puis bon, tu te dis que l'année dernière, ils étaient là, ils avaient des sanctions. Cette année, il y a des sanctions. Finalement, sur 2 ans, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Non. C'est vrai, et moi la réflexion que je me suis faite, c'est dommage qu'ils aient pas fait de hippo là, Moto 3, parce que là quand j'ai vu la Q2, je me suis fait la réflexion, j'ai dit mais ils vont faire comme une fois ils avaient fait, ils vont partir trop en retard. Ils étaient vraiment justes, et ils ont tous claqué un tour, ils étaient en paquet. Je me suis demandé si c'était pas la course à un moment ou pas la qualif, parce que ça se doublait un peu n'importe comment sur le tour de sortie des stands. Enfin, ouais, c'était un peu n'importe quoi. Il faut quand même, je vous l'avais dit, faut quand même reconnaître que pour une fois, alors elles ont mis un peu de temps à tomber, c'est ce que j'ai dit un petit peu de façon ironique dans mon compte rendu, mais la direction de course attend le warm-up pour que les décisions tombent, alors que on l'avait tous vu, enfin ceux qui ont vu la Q2, on l'avait vu, et c'est vrai que c'est tombé un peu tard. Bon, mieux vaut tard que jamais dans ces cas-là. Mais comme vous avez dit, comme tu l'as dit Paul, on va voir si ça va être suivi d'effet, et que ça va calmer tous un petit peu. On le saura. Il y a que l'avenir qui nous le dira finalement. En tout cas, pour revenir à la course, c'est vrai que c'était pas une vraie course de Moto 3 comme on a l'habitude d'en voir. Et comment il s'appelle, c'est vrai que Sasaki, il avait quand même pas mal d'avance sur les autres, et sans son problème technique, j'aurais bien aimé voir s'il aurait pu garder la première place. Ouais. Je disais, c'est vrai que c'est dommage pour lui. Alors honnêtement, quand j'ai vu là pour le coup, j'ai vu la course en direct aussi, et quand j'ai vu son high side et ce qui se passait, il a quand même pas de chance. Il casse une fixation, visiblement une fixation de carénage. Je pensais pas honnêtement que ça nuirait autant en course. C'est hallucinant la part d'aérodynamique sur ces motos là. Ouais, c'est clair. Moi, je me suis carrément demandé si en live, je me suis demandé si c'était pas la boîte qui avait un problème et qu'il arrivait pas à passer la 6, parce que il se fait remonter, mais en 2-2. Alors, il perd du temps, évidemment, sur son high side, mais après, dans les lignes droites et tout, il se fait cramer, mais alors, à l'aise. Et c'était à se demander s'il avait pas une vitesse en moins. Ouais. Mais non, apparemment, c'est vraiment une question d'aéro. Ouais. Ah, les motos, c'est toutes les mêmes, donc forcément, dès qu'il y a un petit truc qui est différent, c'est mort. Ouais. On a une pensée pour lui, parce que il avait fait une belle course, jusqu'à son high side, et façon, il a pas fait tout à fait high side, il a jusqu'à sa casse, il a rattrapé, mais petite casse, dommage. Il était dépité, le pauvre, et encore une fois, très belle course malgré ça.
Va falloir le surveiller, le Sasaki, hein, si on en doutait. C'est ça. Disons, il faut qu'il confirme dans les prochaines courses. Absolument, ouais. Qu'est-ce que on peut rajouter sur la remontée de Foggia? Oui, on a noté. Foggia parti avant-dernier, et puis il arrive 7ème. Bah lui aussi, là, on va pouvoir le suivre et se dire, putain, s'il fait une pole, il va partir devant, il va mettre 2 tours à tout le monde à la fin. Mais peut-être qu'il aura pas l'aspiration, peut-être qu'il ira moins vite aussi. Non, bon voilà, il débute sa saison comme il a fini l'an dernier, donc on l'attendait aux avant-postes pour le début de saison. Ça avait été évoqué dans l'épisode pré-saison justement, et franchement c'est bien. Là, on voit qu'il a la vitesse, même en partant de loin et avec ses pénalités, ça a été bien géré. Il est remonté. C'est un des rares d'ailleurs, je crois, dans ceux qui a été pénalisé, qui finit bien. Donc ça montre bien quand même que ça peut avoir son petit effet, ces fameuses pénalités. Je pense que pour ceux qui vont vouloir jouer le titre, ils vont vite devoir arrêter de faire un peu n'importe quoi pendant les qualifs, parce que mine de rien, il va pas pouvoir se permettre de partir à chaque fois dernier ou avant-dernier, parce que bon, 7ème c'est bien, c'est une belle remontée, mais quand on voit un autre que moi personnellement j'attendais, Garcia, qui se retrouve aux avant-postes aussi, absolument. Voilà, s'il se blesse pas comme l'an dernier, ça peut, s'il fait le même style de course, évidemment, ça peut faire un vrai concurrent pour le titre également. Ouais, et c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'une vraie pénalité, parce que s'ils avaient pénalisé Foggia de quelques places, il aurait remonté la tête de toute façon, et là, quand on voit ce qu'il a remonté en étant dernier, on se dit que au moins la vraie pénalité elle a un impact, parce qu'en Moto 3, tu peux vite remonter, te servir de l'aspi pour faut pas larguer le train, mais une fois que t'es dedans, c'est possible de remonter la preuve. Y en a un pack qui a pas remonté, je l'ai pas mentionné dans le conducteur, mais Suzuki, lui, il a bourré Félon. Ouais. Bah, fait de course. Ouais, fait de course complètement. Mais pour le coup, Suzuki, lui, il a pas réussi à gérer sa remontée à l'instar de Foggia, quoi. Non, c'est sûr. Et puis c'est pas de chance pour Félon, mais moi, par contre, alors autant j'ai été moins attentif sur la Q2, par contre la Q1, j'ai pas compris. Ouais. Il a pas de temps d'inscrit, puisqu'il se fait annuler son temps pour une histoire de drapeau jaune, je crois. Et je vois le temps de la qualif qui défile. Au final, il avait le temps, je pense, de partir pour au moins 2 tours. Il part au dernier moment, il fait son tour de lancement, et forcément il a qu'un tour pour claquer une pendule, et malheureusement ça vient pas, et du coup c'est un pari qui est pas payant. J'ai pas compris la stratégie en fait. À partir du moment où t'as pas de temps, je pense qu'il avait moyen d'être mieux classé au départ. Du coup, pour moi, il s'aborde déjà sa course d'entrée. Je comprends pas le principe en fait de laisser filer autant de temps, alors que tu peux te permettre quand même d'aligner 2 tours, surtout quand il y a rien, quoi. Quand on voit la différence entre une bonne et la différence que ça apporte en course, une bonne ou une mauvaise qualif, et surtout que s'il est dans un bon groupe, ça peut s'enchaîner, ça peut l'amener beaucoup plus haut, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ça l'entraîne à rouler en paquet. En Moto 3, on sait que c'est assez utile. Il va falloir se remettre au charbon, hein. Ça doit être compliqué. On a vu aux essais, pour rester sur Félon, que il avait un peu de mal, hein, à reprendre ses marques. Tu voulais rajouter quelque chose sur Félon, Stéphane? Non, c'est décevant pour lui en fait, hein. On l'attendait tous. Déjà, c'est vrai qu'il se qualifie très mal, alors qu'il était quand même, il avait fait quand même des bons trucs aux essais en intersaison. Et là, il confirme pas trop en fait ce qu'on a pu voir de lui il y a quelques semaines. En tout cas aux essais. Et dommage, après en course, là, il se fait harponner, donc on peut pas savoir si il aurait remonté ou pas. Mais bon, après, la saison est longue, hein. On a encore beaucoup de courses. Oui, c'est la première course. C'est que la première, quand tu vois qu'il y a Mazia à terre, il peut s'en passer des choses. J'ai pas noté non plus, mais on peut peut-être dire un mot sur Ana Carrasco, qui signe du coup son grand retour en Moto 3, qui aussi est largué, hein, un petit peu. On l'avait déjà vu pendant les tests, qu'il y avait un petit peu de mal pour elle. C'est quand même génial qu'elle soit là, qu'elle s'est bien remise de sa grave blessure et de sa chute. Ouais, on est très content de l'avoir ici. On espère que pour elle ça va progresser en tout cas. C'est pas le World Superbike là, c'est pas le 300. Non, c'est clair. Là, tu vois les différences de niveau. Là, tu vois quand même différence de niveau entre le Superbike et le plateau MotoGP. Ouais, et c'est
c'est quelque chose qu'on dit très régulièrement derrière ce micro, mais c'est vrai que le fossé est assez profond entre le top et le moyen top. La descente du moto vers le World Superbike est plus facile que le Superbike vers le MotoGP. Hein, là. C'est clair. Je crois qu'on a fait le tour du Moto 3. Du coup, pour le Moto 2, c'est Stéphane qui s'est coltiné la course, on peut le dire comme ça. C'est ça, on peut le dire comme ça. En Q2, c'est Celestino Vietti qui hérite de la pole position suite à la pénalité de Sam Lowe en fin de qualif. Tony Arbolino et Sam Lowe vont compléter la première ligne. La course, Vietti réalise le shot et prend de suite la tête de la course. Il va rapidement prendre le large sur Aaron Canet, qui lui va occuper seul la deuxième place. Derrière, il y a un groupe de 4 pilotes composé d'Ogura, Arbolino, Fernandez et Sam Lowe qui vont se bagarrer pour la troisième place. Vietti ne sera jamais rattrapé. Il va remporter le GP donc du Qatar avec plus de 6 secondes donc sur Aaron Canet qui lui finira second et qui ne sera jamais rattrapé non plus. Dans les derniers virages, en fait, voilà. Donc il fallait juste attendre la fin de la course. Dans les derniers virages, Fernandez tente de doubler Ogura. Ogura tente de recroiser Fernandez. Les deux pilotes vont se toucher. Et c'est finalement Sam Lowe qui va profiter de cette touchette pour prendre la troisième place de ce Grand Prix du Qatar. Du coup, au classement, c'est Vietti qui mène devant Canet et Sam Lowe. Super, merci. Voilà. Merci pour ce résumé exhaustif. Évidemment, c'est malheureux, c'est que non, c'est pas passé grand. C'est horrible pour les pilotes qui courent parce que ils transpirent et tout derrière sous leur casque et tout, ils en chient, mais non, non. Les gars, il s'est pas passé grand chose, sortez-vous les doigts. Non, alors après, pour ceux qui sont fans et qui suivent beaucoup le Moto 3 et qui s'intéressent à la Moto 2, donc c'est vrai que Pedro Acosta, donc qu'on attendait un petit peu en Moto 2, s'est qualifié 10e, donc pas trop mal pour une première qualif. Malheureusement, il va quand même louper son départ. Il va se retrouver 18e pour finir finalement à la 12e place. Donc, une belle remontada. Et à part ça, il y a pas grand chose à dire d'autre. Non, c'est un peu compliqué les débriefs du premier GP de la saison parce qu'on n'a pas beaucoup de matière pour pouvoir rajouter sur la forme des pilotes, leur tendance, etc. Et là, du coup, ce qui est sûr, c'est que le Vietti, il est pas là pour enfiler des perles, hein, manifestement. Non, il est parti et personne l'a revu, donc pareil, à confirmer sur les autres courses, parce que ça sera les mêmes conditions. Ouais. Ce qui est horrible sur cette course-là, on a perdu Paul qui s'est endormi. Paul, il m'a envoyé un message et m'a dit on peut passer au MotoGP si vous voulez. Non, mais ce qui est vraiment horrible sur cette course-là, c'est qu'en fait, ça part et on sait d'entrée, en voyant les temps, moi je l'ai noté, 10 secondes entre le premier et le troisième à l'arrivée. C'est énorme. Là, je m'étais dit, allez, comme d'habitude, on va peut-être avoir les Ayo devant. Et là, même pas. C'est une autre moto. Donc, ça y est, Vietti est devant. On a les VDS devant. Il y a Ogura. Et pour une fois, les Ayo sont un peu plus loin. Ok, on va peut-être avoir à l'exception, de Fernandez. Et ça y est, on va peut-être avoir un peu de spectacle. Et en fait, là, pas du tout. Donc, en fait, c'est même pas une question de réglage d'écurie ou de choses comme ça. S'il y en a un qui a le rythme un peu au-dessus, personne ne le rattrape, quoi. Donc ça, c'est. Je me demande quand même si cette catégorie, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est les motos qui vont pas, quoi. C'est soit elles sont pas assez puissantes ou trop lourdes ou inverse. Mais il y a un truc qui va pas dans le rapport poids-puissance. Je trouve que les mecs, ils ont des gros bourrins, tu les vois, ils se démènent pour les faire tourner, puis après t'as l'impression qu'il n'y a plus rien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le rapport poids-puissance. C'est la réflexion que je me suis faite aussi en les voyant. Quand tu vois un Superbike, les mecs, tu vois, c'est des motos, tu vois, qui sont à l'aise, elles sont agiles, tu vois, ça part dans tous les sens. Que là, c'est lourd, ça fait pâteau, et tu dis, qu'est-ce que tu vas attaquer avec ça? Oui, et paradoxalement, ça fait beaucoup plus pâteau qu'une GP qui est beaucoup plus lourde, évidemment. Et ça fait penser au Moto I, hein. Franchement. Je suis d'accord. Alors, j'y connais pas assez, malheureusement. J'y connais pas assez pour pouvoir savoir et deviner ce qui se passe dans cette catégorie. Est-ce que vous avez le souvenir que avant le passage sur le moteur Triumph, c'était aussi ennuyant ou...
Non, j'ai jamais trop regardé le Moto 2. Alors moi pour le coup c'est une catégorie où je suis fan parce que justement moi je trouve que c'est une bonne transition entre le Moto 3 où ils sont vraiment un peu foufous et le Moto GP où c'est totalement l'inverse pour le coup où les gars sont expérimentés et là ça se bat à coup de, on va le voir tout à l'heure, donc ça se bat à coup de dixième, mais voire plus. Mais honnêtement là, même avant avec les Honda, enfin on disait c'était en fait avant la passerelle était peut-être trop dure entre le moteur Honda qui délivrait peu de puissance, qui avait pas une boîte course, et le MotoGP. Alors là, visiblement la passerelle est bonne puisque les rookies arrivent à performer en MotoGP, à être bons avec les réglages électroniques, etc. Mais par contre, effectivement, le clivage est assez impressionnant. Mais en plus, je ne comprends vraiment pas ce qui peut amener ça, parce que justement, quand même, ils ont les mêmes motos, donc un télécarte performance, c'est quand même énorme. Je pense que ça peut pas être qu'une question de réglage, je sais pas, parce que les ingénieurs chez VR46 sont pas meilleurs que les ingénieurs d'IO et inversement, pour ne citer que les deux grosses écuries de tête. Et pourtant, là, des pilotes comme Fernandez ou même Canet ou Sam Lowe sont pas devenus subitement des pilotes à tourner à une demi-seconde autour du leader devant, quoi. Là, en plus, c'est pas comme s'il y avait eu une énorme bagarre qui aurait fait que Vietti pouvait s'échapper tout de suite. C'est juste, il fait le all shot, bon, premier virage en tête, pas de problème, et puis ciao, bye bye, quoi. Et c'est fini. Voilà. Il n'y a pas eu un dépassement entre les premiers et deuxièmes, il n'y a rien eu du tout. Et après, l'essentiel de la course se base sur regarder les 4 pilotes derrière, parce que c'est les 4 seuls qui roulent ensemble. Et comme on les voit en plus toute la course, j'ai même pas poussé le vice à regarder les écarts avec le groupe qui suivait. C'est quand même dramatique, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de dépassements. Heureusement qu'Acosta partait un peu loin et s'est loupé. Ça a permis de le voir remonter, quoi. Mais, non, mais les écarts sont assez dingues parce que Canet, il est à 6 secondes de Vietti à l'arrivée. Lowe, il est à 10 secondes de Vietti. Lowe et Fernandez sont pas très loin, du coup, à un dixième, un petit peu moins d'un dixième. Arbolino, il est à 1 seconde derrière quasiment. Ogura, il est à 1 seconde. Navarro, il est à 2 secondes. Là, on a une demi-seconde pour Robert. Bobier, boum, 2 secondes. 1 seconde, plus d'1 seconde et demie. Schroeter et Dixon, là, 10 et 11, où ils sont à 50 millièmes. Et là, ça repart. Là, il y a eu un gros step. Là, ils étaient à 18 secondes, du coup, de la tête. Et Acosta et Arenas arrivent à 26 secondes. Donc là, boum, 8 secondes dans la tronche. Un peu moins de 8 secondes, d'ailleurs, 7 secondes plutôt. Et après, c'est 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 49. Oh là là. Le dernier, il est presque à 1 minute, quand même. C'est fou. Et le dernier, Antonelli, 56 secondes 3. En fait, personne ne roule ensemble, quoi. C'est le petit train du début à la fin, quoi. C'est quand même démentiel. Mais... C'est ça. C'est dommage pour un pilote qu'on n'attendait absolument pas. Philippe Salac. Ouais. Alors, il a fait sa qualif dans la roue 2, qui s'est énervé en plus. Je ne sais plus. Il a pris une roue pour faire sa qualif. Bon, ça c'est tout, c'est le jeu. Mais course plutôt pas mal jusqu'à ce qu'il se prenne une belle boîte quand même sur son high side. On l'attendait pas du tout, j'étais surpris, donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines courses. Parce que mine de rien, même s'il prend une roue, il était quand même qualifié directement pour la Q2 du coup. Donc voilà, moi ça m'a surpris parce que c'est vraiment quelqu'un sur qui on n'avait absolument pas d'attente. Donc à voir sur le prochain GP. C'est clair. Finalement, il est tombé, donc il n'y a pas eu plus d'attente. C'est moche. Désolé, c'était cadeau. On n'a pas encore parlé de Ritz, alors ne commencez pas. Ah bah voilà une transition toute trouvée, passons au MotoGP si vous, au MotoGP. Si vous voulez bien. C'est bien parce qu'en plus énormément de temps en Moto2 pour dire que c'était nul. Ouais, c'est vrai. Alors je ne sais pas qui m'a mis le début du MotoGP, mais on est d'humeur taquin en ce moment à Septième-Pôle. Donc pour les essais qualifs, pour ne pas mentir aux auditeurs, la première phrase, donc Fabio Di Giannantonio qui ouvre le bal des chutes de la saison 2022 en Grand Prix. Voilà, c'était le point à noter. La stat qui fait la différence. Bienvenue dans C'est qui en pôle.
Et donc sinon en Q1, on a donc Brad Binder qui va passer directement accompagné de Fabio Quartararo. C'était serré puisque Zarco était qualifié aux dépens de Quarta, sauf qu'il voit son tour annulé. En fait, il a fait son premier secteur dans son premier secteur, pardon, il y a un drapeau jaune suite à la chute de Darren Binder, donc son tour est annulé et c'est Quarta qui en profite. Q2, on a Martin qui va réaliser la pole devant Bastianini et Marquez. Et Quarta, lui, s'élancera de la 11e place. Ouais. C'est donc parti pour la course, c'est le premier Grand Prix de la saison. On a un départ moyen du poleman Martin qui va pointer 8e, pendant que devant on trouve Paul Espargaro, suivi de son équipier Marc Marquez et de Brad Binder. Quarta réalise un bon départ, il est 7e à l'inverse de Zarco qui lui a complètement manqué son envol et qui chute à la 20e place. Mir agressif se porte 4e devant Bastianini, tandis que Bagnaia, lui aussi a loupé son départ. Il passe de la 9e place à la 14e et entame sa remontée. Dès les premiers tours de course, on a Marquez qui se loupe au freinage, ce qui permet à Binder de le passer, ainsi que Bastianini qui va faire de même après avoir disposé de la Suzuki de Joan Mir. C'est le rookie Marco Bezzecchi qui lui commence pas les chutes en course cette saison, tandis que Miller, lui, va abandonner, victime d'un souci mécanique. On a ensuite les chutes d'Alex Marquez et de Miguel Oliveira. Tout ça, ça se passe juste avant la mi-course. Et là arrive le premier drame de la saison. Pecco qui chute pendant qu'il était en train de dépasser Martin pour le gain de la 8e place. Et il emmène l'infortuné espagnol avec lui dans le bac. Les deux pilotes abandonnent. Ça permet à Quarta et Zarco, qui étaient en embuscade derrière, de récupérer leur position. Quelques instants plus tard, à l'avant de la course, Bastianini passe Binder pour le gain de la seconde place. Il est à ce moment-là à 1 seconde et demie de Paul Espargaro, qui est toujours leader. Il va falloir attendre encore quelques tours pour voir les choses évoluer. Alex Espargaro, lui qui avait été auteur d'une course solide jusque-là, passe Marquez pour la 4e place, tandis que Bestia, lui, est revenu dans la roue du leader. Il le dépasse dans la ligne droite descendante et ça a dû surprendre le pilote Honda. Apparemment, c'est ce qu'il a dit en discussion après course. Le pilote Honda se loupe, il sort de la piste et il revient juste derrière Binder, qui lui n'en demandait pas tant. Bastianini va disposer à ce moment-là d'un petit matelas d'avance et file vers sa première victoire puisque les places vont rester figées jusqu'à la fin de course. Donc on a donc la première victoire pour Bastianini et pour le team Gresini, où on a vu la veuve de Fausto en pleurs à la fin de la course. On peut noter aussi que Zarco est auteur d'une belle remontée puisqu'il dépasse en plus Quarta sur la ligne, donc ils vont finir tous les deux 8e et 9e. Et le meilleur rookie Gardner qui termine 15e et marque son premier point. Du coup, au classement final, on a Bastianini avec 25 points, Binder 20 points et Paul Espargaro 16 points, étonnant 3e de la course. Oui. Et on avait une petite annotation en plus, c'est que Bastianini commence la saison de la même manière que Fabio il y a 2 ans. Deuxième saison en GP, victoire sur la première course de la saison et ça devient sa première course en GP. À voir ce que ça augure pour la suite de la saison. Ouais. On lui souhaite la même réussite en tout cas. Voilà. Qui veut commencer pour les points à aborder après cette course? Bah, je pense que on va commencer par Bastianini et Gresini parce que c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé ce week-end. On savait que Bastianini était en forme, mais là, surtout sur la fin de la saison dernière où on montrait qu'il en avait sous le pied. Et là, c'est complètement dingue, quoi. Vraiment une course maîtrisée. Pas de bout en bout parce qu'il profite un petit peu de l'erreur de Paul Espargaro, mais il a très très bien profité de l'erreur de l'Espagnol. Bah, il est là. C'est-à-dire que les dernières, on avait vu que il était dans les 5, 6, 8 premiers. Et là, en fait, il confirme sa bonne saison de l'année dernière en gagnant cette course. Il profite de l'erreur d'Espargaro, mais bon, il était en embuscade. Ouais, il la provoque un peu, cette erreur, ouais. Après, c'est pareil, quand Espargaro, il se dit, le mec derrière, il me colle, peut-être que ça pousse aussi à faire des erreurs. Ouais. Comme tu dis. Après, c'est surtout quand on s'appelle Paul Espargaro. Pardon. Heureusement que c'était pas Zarco, sinon ça aurait été autre chose. Ils ont dit, il m'a poussé. Après, c'est ce qu'on avait évoqué aussi en avant-saison. On avait dit qu'il fallait qu'il essaye peut-être d'améliorer ses qualifs. Bon, ben là, il part 2e sur la ligne et preuve en est, c'est que là, maintenant, il est devant et sacré client parce qu'en bagarre, c'est pas le dernier. Non, c'est clair. Non.
Quelque chose à ajouter sur Bastianini, Gresini première, c'est quand même fou aussi pour eux. On les voyait dans le stand sur les derniers tours, sur les nerfs. C'est complètement dingue, quoi. Et c'est pour ça qu'on donc aime c'est le bien. MotoGP aussi, c'est qu'une petite écurie peut gagner une course. Et encore une fois, c'est une Ducati pas officielle qui gagne la course. Ouais, c'est vrai. C'est une Ducati pas officielle Non, qui est mais- en pôle, et c'est une Ducati pas officielle qui gagne. Ducati pas officielle qui gagne la course. C'est les Ducati officielles qui sont passés totalement à côté de leur week-end, enfin de leur course. Ouais. Mais c'est bien pour les petits teams toujours. Ouais, c'est clair. Alors, Alors pour le voilà. ouais. c'est bien pour Gresini, d'autant c'est leur première saison avec Ducati. Moi, c'était une interrogation de savoir s'ils allaient réussir à la régler. Si c'est comme ça toute la saison, ça va être bien pour eux. Et comme tu dis, Stéphane, ouais, les Ducati officiels, ça commence mal. Quoi. Ça commence mal. Là, c'est dur pour eux parce qu'ils étaient en qualif, c'était nulle part. Miller, il abandonne suite à un problème technique. Pecco, qui veut trop en faire, du coup, Kerpon, Martin. Bon, Ouais. voilà, c'est beaucoup quand même pour un week-end. Zarco qui se loupe totalement au départ. Ouais. Après Zarco, tu vois, il est quand même, moi je l'ai trouvé quand même solide en course parce que tu vois, il y a peut-être quelques années, moi je trouvais que mentalement c'était peut-être pas ça de mon point de vue. Hein. Et tu vois, il se loupe au départ, c'est vrai c'est mauvais, on peut pas, il est 20e. On peut difficilement faire plus mauvais. Derrière lui, je crois qu'il y a que les deux RNF, donc ça devient complexe l'histoire. Mais tu vois, il remonte, ça reste correct, et je crois qu'à un moment, c'est aussi un des plus rapides en piste. Donc avec un meilleur départ, clairement, il était top 5. C'est dommage pour lui l'accumulation entre les problèmes techniques lors des premiers essais qu'on fait qu'en gros, il a quasiment une séance d'essai en moins. La Q2, pas de bol, il claque une pendule, mais au moment d'un drapeau jaune, annulé. Ouais, ça c'est pas de chance. Voilà, ouais. Donc c'est. Ouais, mais. Là, un week-end n'a pas de chance pour lui. Moi, j'ai trouvé ça solide quand même. Donc, je suis pas d'accord parce que pas de chance, se louper au départ. Enfin, je veux dire, il se loupe quand même très souvent au départ. Donc, au moment le pas de chance avec les motos et les systèmes qu'il a sur les Ducati, il devrait pas de 10 se retrouver 20e. Ouais, l'année dernière, il se qualifiait bien. L'année dernière, souvent, il se qualifiait pas mal. Et souvent, tu le voyais au bout de 2-3 virages, il partait mal. Et finalement, tu voyais au bout du premier virage, il perdait 5, 6, 7 places. Et cette année, il commence pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas très rassurant de voir qu'il a pas progressé sur cette. Non. Surtout quand tu vois que ton coéquipier, lui, progresse, lui fait la pole position. Ah oui, en plus, oui. Ah oui, lui, il dit qu'il veut la Ducati officielle, mais il se donne les moyens de l'obtenir. Bon, en tout cas, on va passer à une marque qui était pour le coup à la rue, c'était Yam. Oh là là. Alors la question, j'ai échangé quelques messages avec d'autres copains avec qui je parle moto. Il y en a un qui m'a dit, mais est-ce que c'est les motos ou est-ce que c'est les pilotes qui ont un problème? Moi, je pense pas que ça soit une question de pilote, honnêtement, parce que c'est quand même, ça fait depuis les essais, les tests d'intersaison qu'on voit que Yam n'a pas progressé cet hiver. Et là, ça fait que confirmer qu'elle est pas bonne, quoi. Enfin, c'est moche, hein, mais surtout, apparemment, les seules évolutions serait carrosserie depuis l'année dernière. Je te coupe. Oui. C'est horrible, mais après, moi je comprenais déjà pas le line-up de RNF, je l'ai dit, alors Pierre va me tirer dessus quand il va écouter le podcast. Si vous m'entendez pas sur les prochains épisodes, c'est parce que Pierre m'aura banni. mais honnêtement, le choix des pilotes, quoi. Alors, j'aime beaucoup Dovi quand même, il est double, il est triple, même vice-champion, mais là... c'est trop, quoi. Même s'il a la même moto que Quarta, c'est le temps de récul. Enfin, c'est pas la place où on s'attend de le voir, quoi. Il est dans les tréfonds du classement. Darin Binder, il débute. Il a une excuse, oui, c'est un rookie, et puis on voyait qu'il avait un peu de mal aussi. Et ce que j'avais dit, que oui, la MotoGP, arriver de Moto 3, c'est un piège à con, hein. C'est pas facile du tout. Là, il nous le confirme, hein, le pauvre Binder. Mais au moins, lui, il a une excuse. Que Dovi, comme tu dis, il doit être... c'est facile à dire, hein, toujours pareil. Il doit être au moins à côté de Morbi, quoi. Ouais, et puis quand on voit la course en plus, je m'étais dit c'est peut-être pas un circuit pour la Yam, oui, sauf que ça fait 2 ans, si je dis pas de bêtises, 2 voire peut-être même 3 ans qu'on voit une Yam devant habituellement au départ. Et là,
Là, les pauvres, quoi. J'ai vu passer une interview de Quarta, j'ai pas détaillé, mais le titre était assez clinquant. C'est je comprends pas parce que pourtant j'ai piloté à fond. Ouais. Là, si c'est ça, malheureusement, effectivement, ça risque d'être dur. On se posait déjà la question de son avenir. Ils avaient interviewé son manager qui disait de toute façon pour 2022, et là, ça fait peur. Enfin, moi, ça m'a fait peur personnellement. De toute façon, le package technique pour 2022, on a compris ce que c'était. L'interrogation, c'est pas ce qu'on va avoir là, c'est surtout l'évolution technique pour 2023. En lisant entre les lignes, ça veut dire qu'en gros, on sait que pour faire simple, c'est une saison blanche, quoi. Ouais. Voilà, on sait que la meule elle est tordue. On va attendre 2023 de faire mieux. Il y a 21 courses encore. Hein. Ça va être long. C'est dur. Ça va être dur pour lui. C'est clair. Mais c'est là où je comprends pas Yamaha. Alors l'année dernière, l'année d'avant, c'était à peu près bonne. Non, c'était à peu près bonne, mais c'était en 2018 où les pilotes se plaignaient que leur moto de l'année était toujours moins bonne que l'année d'avant. Ouais, ça c'est Vinales. Parce que bon, Rossi, on l'entendait pas trop. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Yamaha, ils ont quand même une faculté à développer des motos un peu pourries, quoi, si on peut dire, assez impressionnante. Et il y a quelque chose qu'il faut pas changer chez eux, je sais pas, une façon de travailler, je sais pas, remettre en question certains ingénieurs, certains process, enfin, c'est pas possible, toutes les équipes progressent. Oui. Ils ont un mec qui est champion du monde et leur moto va moins vite que l'année dernière. Ouais, non, mais comme tu dis, en plus, le gap et sa transition toute trouvée pour un autre point, le gap qu'ont pris d'autres équipes. Alors on peut parler de toutes, hein, parce que Suzuki c'est assez dingue. Aprilia, la vitesse dans la ligne droite, moi j'ai complètement halluciné, quoi. Enfin, on a l'impression qu'ils ont rajouté un cylindre, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Non, j'ai cru qu'Espargaro allait se faire Marc Marquez en courant de ligne droite. Bon, il le prend juste après, mais hallucinant le boulot qu'ils ont fourni, ça c'est clair. Ah ouais, c'est complètement dingue. Hein. C'est complètement dingue. Alors en plus, bon, Aleix, il a l'avantage de connaître très très bien la moto et connaître très très bien les évolutions parce qu'il est là depuis le début quasiment, même pas quasiment, depuis le retour d'Aprilia en fait. Et il se sert admirablement bien de cette Aprilia. C'est un bonheur complet de le voir encore se bagarrer, qui confirme aussi sa bonne forme de l'année dernière et qui confirme aussi qu'Aprilia confirme tout le progrès qu'ils avaient fait l'an dernier. On voit que tout ça n'est pas acheté à la poubelle, que ça va dans le bon sens, etc. C'est top. C'est top. Non, mais c'est bien pour Aprilia, c'est bien, ça fait une nouvelle, entre parenthèses, une nouvelle marque aux avant-postes, ça change un peu. Ouais, puis on est content pour le travail, parce que ça doit être un boulot de dingue, ils ont beaucoup moins de moyens que d'autres grosses équipes comme IA qui arrivent à faire une moto pourrie, bref. Non, c'est moche. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais dingue, enfin complètement épaté par l'Aprilia, d'Aleix en tout cas. Après, même les Honda ont bien marché, les Suzuki ont bien marché aussi. Enfin, il y a en gros il y a une marque qui est vraiment à la rue et ça on revient dessus du coup, mais c'est Yam, quoi. Enfin. Et ça dénote, c'est quand même le mec, il est champion du monde avec sa Yamaha. Et cette année, je pense que sauf fait de course, je suis pas sûr qu'il ait joué la victoire tous les week-ends. Non, c'est clair. Non, surtout quand on et voit sachant qu'il gagne pas mal de place aussi sur la duo chute. Ouais, duo chute, parce qu'il y a eu quand même quelques chutes devant. Il pouvait ne pas faire top 10. Hein. Donc, c'est vrai. Et puis en plus, on voit que les Honda, on disait justement juste avant que les Honda marchaient, et elles marchent pas que pour Marquez. Là, pour le coup, alors je n'aime pas Paul Espargaro, mais si, parce que les pneumatiques visiblement ont quand même joué un bon rôle, parce qu'il me semble qu'il y a aucune des motos je crois qu'il y a Paul Espargaro, il est en soft et c'est les deux autres motos devant étaient en soft avant, médium arrière, et je pense que c'est peut-être ça qui lui coûte sa première victoire de la saison, parce que clairement jusqu'à 5 tours de la fin, moi je le vois bien parti pour la gagner, quoi. Nakagami fait 10e, une de mémoire. Ce qui est pas mal. Hein. Totalement. À comparer à ce qu'il faisait la saison dernière, les Honda sont là, donc ça va pas être drôle non plus cette saison. Ouais. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que, alors peut-être c'est qu'une impression, mais c'était l'impression que Honda en tout cas ont développé une moto, mais pas que pour Marc Marquez. Ouais, c'est ce que disait Paul, ouais. Et je suis complètement d'accord avec ça.
Et je pense qu'ils écoutent Seki en pôle aussi au HRC, ça se demandait, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'on dit mais pourquoi vous vous concentrez sur Marquez? Enfin, ils nous ont écoutés. Voilà. Et voilà, vous voyez, écoutez-nous plus souvent, hein. On va finir par faire payer nos conseils, hein, ça continue. Non, mais je pense qu'ils ont quand même compris que s'ils perdaient Marquez, ils se retrouvaient à la rue. Donc peut-être qu'ils... surtout que la forme de Marquez était très très incertaine, même si pendant les essais, on en avait discuté aussi pendant les épisodes de pré-saison, enfin d'avant-saison, ça allait être une grosse interrogation. Donc sûrement chez Honda, on s'est posé la même question et on s'est dit faut qu'on ait une moto assez homogène pour avoir un gros de secours au cas où. Un peu plus polyvalente, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, tu l'as vu parce que Marquez, il peut se dire du coup, il a une moto pour gagner parce que Espargaro, il fait pas son erreur, il gagne la course. Et Marquez, je trouve qu'il a quand même assuré, hein, il a pas trop attaqué. Tu sentais qu'il était facile, mais qu'il voulait pas trop en faire non plus. Il avait l'air de se battre avec son pneu avant sur la toute fin de course. Ouais. C'est pour ça qu'il se fait doubler par Aleix aussi. Mais globalement, moi on est aussi content de le voir là, top 5, vu ses blessures multiples, ses problèmes de santé, etc. C'est quand même assez dingue. Il est là, quoi. Ouais. Lui, il est là. Juste derrière Marquez, on a les deux Suzuki. Mir et Rins dans l'ordre. Ouais, ils sont à leur place. Hein. Non, mais c'est à leur place. Je veux dire, ils ont un peu progressé en qualif, mais finalement, ils ont les mêmes places que l'année dernière, sauf qu'ils s'élancent mieux en qualification. Ouais. Ils sont pas obligés de lutter toute la course pour rattraper le top 5. Ouais. Donc finalement, ils sont là, ils sont. Ouais. Oui, et Rins finit la course. Ils sont pas dans le bac à gravier. Oh, vous êtes dur avec lui. Ouais, c'est moche. Et on était dur avec Paul Espargaro aussi, putain. Et quand j'ai regardé la course, je me suis dit, punaise. Putain, lui aussi, il écoute Seki en pôle, c'est pas possible. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à me vanner, où ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et puis, et je l'ai vu en tête, j'ai dit, punaise, à tous les coups, bref. Ouais. Mais, à voir si ça va durer, parce qu'on rappelle quand même que c'était Vinales qui avait gagné la première course de l'an dernier. Donc, attention, hein, quand même, restons prudents. C'est que la première course, c'est qu'il pas la course. Ouais. Ouais, mais après, il va s'en passer des choses. Voilà, après, je pense qu'il y a des bons points positifs. Tu vois, tu diras Suzuki sont à leur place, mais comme tu dis, ils s'élancent mieux en qualif. Donc à voir ce que ça va donner, parce que mine de rien, ils avaient pas l'air de prendre des valises en vitesse de pointe. Ah ouais, c'est dingue. Et si elle est aussi homogène qu'avant avec le petit supplément de watts, voilà, Mir est pas manchot, Rins reste la grosse cote s'il reste sur ses roues. Donc non, ça peut être pour moi, je pense qu'ils vont en gagner quelques-unes quand même cette saison. Donc voilà, ça nous fait des marques, ça nous fait déjà 4 marques différentes en tête, mine de rien. Ouais. Avec des écuries qu'on n'attendait pas forcément. Donc ça va être une saison qui s'annonce sympa. La Binder sur la KTM. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Binder sur la KTM, c'est fort. Hein. Là, bien malin. Alors, est-ce que c'est pas qu'un coup d'éclat aussi pour Binder? Ouais, mais tu vois, bien malin celui qui peut sortir le podium sur cette course-là. Hein. Ah oui. Là, honnêtement, c'est celui qui a mis ça, qui a mis 1 euro chez un parieur. 500 contre 1, je pense. Là, ouais, c'est... Donc à voir, ouais, comme tu dis, peut-être c'est un coup d'éclat, peut-être pas. En attendant, il a été là tout le week-end, donc du coup, pour moi c'est un pilote et une écurie mine de rien que j'aime bien. Je parle pas de leur management, mais du coup, voilà, moi ça me donne qu'une envie, c'est d'être vite au prochain GP. Ouais, vite au 4e voire 5e Grand Prix pour voir vraiment la hiérarchie, si elle va rester comme ça ou si t'as des Oui, enfin, certains pilotes qui vont prendre le dessus. C'est déjà assez court comme ça une saison. Tu veux pas qu'on soit direct au 5e, non mais on va se détendre. C'est vrai que toujours on se dit la première course, lui c'est super, cette marque elle a progressé. Mais bon, des fois tu te dis c'est que la première course et après il se passe plus rien pour ces pilotes ou ces marques-là. Donc c'est vrai que des fois au bout de 4-5 courses, tu peux avoir des gros changements. C'est clair. J'aimerais bien qu'on ait un mot pour Oliveira. Même pour KTM, en gros, on a un petit peu commencé à en parler par l'intermédiaire de Binder. Binder fait une course d'enfer, il n'y a pas de doute là-dessus. Le reste des Katoches est un peu... et c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a du rookie chez Katoche, chez Tech 3, donc forcément, c'est compliqué aussi pour eux, et c'est normal. Mais voilà, il y a du boulot aussi chez Katoche. Après, je trouve que c'est pas malin, je pense, de prendre deux rookies dans une même structure, surtout comme Tech 3. Ouais. Parce qu'ils ont aucun feedback, ils savent pas comment ça se passe le MotoGP. Ouais, et du coup, pour faire progresser après le team officiel, même
C'est impossible. C'est impossible. Et je comprends pas qu'ils aient pas signé un pilote ou gardé des pilotes de l'année dernière, au moins un. Après, le jeu des contrats, peut-être. Mais là, bah oui, pourquoi pas. Il a pas fini, il a pas fait une mauvaise fin de saison, les Quena. Non, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il savait qu'il partait, non? C'est moche. Là aussi, ils auraient dû le dire, bon, finalement, tu pars pas, tu restes. Ah, et puis le problème de l'Equena, c'est 2 ans de contrat, 1 an et demi blessé. Ouais. C'est dur de parier dessus, après. Hein. Ça aide pas, ouais. C'est sûr. Mais là, tu vois, regarde, dans la bataille des rookies, au final, j'ai même... ça a failli être une course contre moi, ça, parce que Paul Espargaro qui a failli la gagner, et mine de rien, Darryn Binder qui a failli prendre son premier point, parce qu'il se fait doubler dans le dernier tour, ou l'avant-dernier tour, je crois, par Gardner pour justement le point de la 15e place. Ouais, et donc, ça se joue à 1 centième hein, sur la ligne d'arrivée entre Gardner et Binder. Ouais. 41-107 pour Gardner et 41-119 sur la tête de course pour Binder. Ouais, ça se joue à que dalle. Ce qui est sûr, c'est que Darryn Binder, il en chie. Hein, ce que disait Cyril l'autre fois, il va en chier. Bah, ça se confirme un peu. Malheureusement aux essais, on l'a vu galérer un peu. Et là, il est loin. Bah, oui. Bah, t'as que les rookies qui sont derniers. Ah oui, bah là c'est. T'enlèves les gens qui ont chuté, c'est. Ils sont tous en 40 secondes là. 40 secondes derrière la tête de course de Gardner à Fernandez. Entre Dovi et Garner, t'as 13-14 secondes d'écart. C'est énorme. Ouais. Après, bon, ça va être intéressant de voir dans la saison, au fur et à mesure de la saison, une fois qu'ils auront pris plus de roulage en conditions de course, etc., de voir comment ça va évoluer, quoi. Ouais. C'est sûr, mais t'as pas quelqu'un qui tire le team et qui va te donner, tu vois, qui va donner des pistes de travail pour la moto, des réglages. Là, c'est. Tu crois que Bastianini va pas aider Digia, toi? Ah si. Il aura pas le temps, il sera devant. Ah bah oui, mais je te dis monsieur, tu prends 2 secondes à chaque tour, tu saoules aussi. Franchement, fais quelque chose. Bon, c'est vrai. Mais bon, je parlais plutôt pour les Tech 3, pour les Tech 3. Oui, c'est vrai que pour les Tech 3, ça va être compliqué de s'entraider, clairement. Ouais. Surtout si là aussi, même entre KTM tout court, si Binder est devant, et bien devant, il va pas les attendre non plus. Mais après, c'est d'accord pour le Gresini, ouais. Et pour lui, en tout cas, tu sais que t'es une moto qui est capable de gagner la course. Donc là, c'est clairement le niveau du pilote. Ouais. Et Bastianini, il a la 21 ou la 22 Bastianini, il a une 2021. Ouais, il a une 21. Ouais. 21. Bah, donc. Parce qu'il y a un gap pour lui. Parce que... C'est une bonne moto. Ah, c'est une bonne moto. Oui. C'est pas une mauvaise moto. Apparemment, il s'en plaint pas. Mais peut-être qu'en fait c'est des ingénieurs Yamaha qui ont été dépêchés par Ducati pour faire la 2022, je sais pas. Non, mais c'est assez fou. Mais bon, il reste encore beaucoup de courses. Hein, Ouais. Mais moi, ça me scotchera toujours que la moto de l'année soit toujours. Enfin, dans ce cas-là aussi, elle est quand même moins performante que celle de l'année d'avant. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Bah, je pense que là, pour le coup, c'est une question de développement aussi, tu vois. Ouais, et Vinales, il expliquait qu'il en avait marre chez Yamusine de tester tout le temps des nouveaux trucs. Et de pas pouvoir travailler sur un réglage ou sur une pièce pendant quelques courses d'affilée pour après progresser. C'était aussi le grief qu'avait soulevé Zarco quand il était encore chez KTM, hein, rappelons-nous. Donc les motos de l'an dernier, elles ont de la chance, elles ont rodé. Il y a pas des nouveaux trucs, ils vont pas développer des trucs sur les motos de l'an dernier. C'est toujours ceux de l'année N qui prennent les nouveautés, donc. Il faut gérer ça aussi quand on est anti-musine, hein, c'est pas la même chose. Hein. Mais quand tu compares par rapport à la Formule 1, parce que je regarde aussi la Formule 1, tu te dis qu'en Formule 1, quand il y a une saison qui se finit, voilà, c'est hop, la voiture l'année dernière, on la jette. Ouais. Là, en fait, ils gardent les motos, tu vois, c'est ça, et tu te dis, mais ça m'a toujours un peu. C'est un sport écologique, la moto, voyez-vous. Ouais. On recycle. Tu m'étonnes, Binder, il va est-ce qu'on a fait le tour de cette MotoGP? Je pense que oui. Oui, écoutez, on peut dire que c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve du coup très bientôt pour le débrief du prochain GP qui se déroulera à Mandalika en Indonésie du 18 au 20 mars. Et là, du coup, attention, avec le décalage horaire, il faudra regarder et mettre un réveil. Les horaires de course sont décalés évidemment en temps local. En local time, ça donne pour la Moto 3 5h du matin, Moto 2 6h20 et MotoGP 8h. D'ici là, du coup, on se retrouve sur les réseaux sociaux et le Discord de C'est qui en pôle. Merci beaucoup à tous les deux, Paul et Stéphane. C'était un plaisir de débriefer ce premier GP de la saison 2022 avec vous.
Plaisir partagé. Totalement. Eh bien, salut à tous et gaz. Ciao. À plus tout le monde. À bientôt.